on accepte comment l'autre nous définit. Et moi, j'essaye plutôt de me dire, je suis la personne que moi je définis être. Avant de créer la Fabrique de la danse, j'avais envie de créer des parapluies connectés. Moi, j'étais danseuse, mais ce n'est pas le métier que j'aurais déclaré. J'ai été chargée de mission à la direction générale de Franprix. Et tout ce que j'apprenais chez Franprix, je le transposais immédiatement dans la construction de ma compagnie. Petit à petit, on a construit des programmes d'accompagnement pour tous ceux qui veulent entreprendre dans la danse. Dès l'instant où on fait de l'accompagnement, on regarde des trajectoires. Et moi, je suis déjà émue par la trajectoire humaine. Parfois, on projette et on voudrait certains succès qu'on a pu voir chez d'autres, mais c'est pas son chemin à soi. Qui on est artistiquement, ça nécessite d'être patient et pas forcément toujours de comparer. Il faut accepter de célébrer les petites victoires et de se dire, pour arriver là, je vais peut-être avoir des étapes intermédiaires, mais ça peut venir à moi aussi. Et aussi l'acceptation de l'échec. Dans l'échec, il y a la notion de responsabilité. Prendre à ses côtés un avocat ou un juriste qui veille à ses propres intérêts. C'est coûteux, mais c'est essentiel. Ça permet peut-être de rappeler aux personnes qui entreprennent que oui, on est résistant, mais il y a des fois où parfois ça nous dépasse. Et c'est là que la protection juridique, elle est essentielle. Salut Oriane. Bonjour. Ravie de te recevoir dans ce nouvel épisode de podcast. Écoute, est-ce que tu pourrais peut-être commencer par parler de ton parcours, qu'est-ce qui t'a donné envie de danser et qu'est-ce qui t'a amené à la danse tout simplement? Alors c'est ma maman qui m'a amenée à la danse, donc c'est elle... beaucoup les mamans. Oui, c'est elle qui m'a prise par la main. Je pense que j'avais 2 ans et demi et qui m'a amenée dans mon premier cours de danse. Donc je la remercie parce que sans elle, peut-être je n'aurais jamais rencontré cet art. Mais sinon, ce qui m'amène à la danse au quotidien et pourquoi je continue à l'aimer passionnément, je pense que c'est la liberté d'être qui on veut, sans contrainte, de rencontrer les autres sans parole, le mystère aussi. Le mystère du mouvement qu'on adore décortiquer en tant qu'interprète, mais que le spectateur ne peut pas lui décrypter comme nous. Dans la danse, ce que j'aime, c'est aussi que c'est très animal, et en même temps, moi, je suis aussi dans une recherche d'esthétique. Donc j'aime bien ces contraires dans la danse. Fragile et puissante, parce qu'universelle. Donc tout ça, c'est ce qui me donne envie de danser et d'œuvrer pour la danse au quotidien. Tu parlais que la danse n'était pas une contrainte. Parfois, dans la danse, il y a le regard des autres aussi qui peut l'être. Est-ce que pour toi, ça l'a été ? Oui, à plein d'endroits, puisque dans la danse, il y a des représentations de ce que doit être le mouvement dans un apprentissage technique. On a eu aussi par le passé beaucoup d'idées sur le corps de la danseuse ou du danseur. Voilà, donc tout ça a été effectivement très important. On développe, c'est quoi pour toi l'idée qu'on a eue à certaines époques du corps de la danseuse ou du danseur? Comment il devait être? Il y a encore aujourd'hui un petit peu des clichés sur ça, mais... Je pense que en tant que petite fille, j'imaginais le corps de danseuse comme je le voyais au plateau. Et c'est ce que je trouve très intéressant dans notre époque aujourd'hui, c'est qu'au plateau, tous les corps sont aujourd'hui possibles, pas pour toutes les esthétiques encore, et aussi pour des raisons techniques parfois. Donc je pense que je me suis simplement fiée à ce que je voyais, des corps... très fin, très dessiné, très élancé, et moi j'étais plutôt une petite musculeuse et tonique. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se retrouveront dans ton discours de ce rapport au corps, et encore aujourd'hui ça fait débat, et je me dis c'est tellement dommage parce que comme tu disais, la danse c'est l'expression du mouvement, du corps, et c'est pas juste un aspect physique et esthétique quoi. Oui, après, pour certains, ça fait aussi partie de leur recherche dans leur esthétique, et personnellement, je respecte complètement aussi ce choix. Mais ce qui est important pour moi, c'est la liberté au sens large, que tout est possible et que tout peut être proposé. Exactement. Mais après, chacun fait son choix et aussi a son propre goût. Et aujourd'hui, donc, ce que je disais dans la présentation de l'épisode, tu es la cofondatrice de la Fabrique de la danse. C'est un incubateur que tu as créé en 2015, qui a 10 ans aujourd'hui. Pourquoi avoir créé cet incubateur? Qu'est-ce qui t'a donné envie de le créer? Quels besoins avais-tu identifié dans la danse à ce moment-là? Le pourquoi, c'est de la folie, tout simplement. La folie de faire, d'inventer, de rêver.
Je pense que ça vient vraiment d'un désir d'inventer quelque chose qui n'existait pas et qui est très présent en moi au quotidien. Après, évidemment, je suis un être rationnel, donc je me suis appuyée sur mes observations du terrain. Donc, avant de créer la Fabrique de la danse, j'avais une compagnie de danse dans laquelle je choisissais des chorégraphes émergents et à qui je proposais de réaliser des créations avec un grand nombre de danseurs semi-professionnels. Donc ça, c'était des moyens humains que ces chorégraphes n'avaient pas à leur disposition, hormis dans ce cadre-là. Et toute l'équipe autour du projet se mettait au service du chorégraphe pour produire cette pièce et faire en sorte qu'elle ou il puisse se consacrer à la partie artistique. Et en réalisant ces projets, j'ai pris conscience de plein de choses, de leur difficulté justement à saisir les enjeux autour de la création. Et je me suis simplement dit que ce serait peut-être plus utile, que j'aurais peut-être plus d'impact en imaginant des dispositifs qui leur permettent d'apprendre ces choses-là, plutôt que juste en profiter, même si c'est très confortable et très agréable. C'est quoi les enjeux autour de la création ? En fait, financier ? Oui, financier, humain, ils sont sur tous les plans, mais en fait, les chorégraphes, en tout cas que moi je fréquentais, et c'est quand même encore en partie vrai, je pense à 99% des cas, dans 99% des cas, ils ont une formation d'interprète, donc ils ont une expertise du mouvement, mais pas forcément une compréhension des enjeux de la production d'un projet. Et c'est des enjeux qui peuvent être humains, donc financiers, logistiques, légaux aussi. Et tout cela, en fait, peut venir nuire à la réalisation de leur projet s'ils ne les maîtrisent pas. Tu as observé depuis le lancement de l'incubateur qu'il y avait une évolution dans ce côté entrepreneuriat dans la danse ? Je pense qu'il y a une prise de conscience et une acceptation générale que l'artiste, le créateur, la créatrice, n'a plus tout à fait la place dans la danse qu'il ou elle pouvait avoir dans les années 80 ou 90. Et donc, effectivement, on attendait des artistes de la danse de comprendre ces enjeux et de les porter, de les incarner en dirigeant leur compagnie. Et par le passé, ils étaient très épaulés par des administrateurs ou des administratrices. Et aujourd'hui, vu que les moyens sont plus réduits, ils sont un peu plus seuls, donc ils doivent être plus capables de comprendre ces problématiques-là. Donc je ne sais pas si le regard sur l'entrepreneuriat dans la danse a changé, parce que je pense qu'on est encore très peu à entreprendre dans la danse autrement qu'en créant des compagnies et donc avec une finalité de création artistique. Mais par contre, en tout cas, sur le fait que les chorégraphes sont entrepreneurs, je pense que oui, là, on a évolué. Ouais, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'incubateurs. Enfin, il y a la Fabrique de la danse, je pense aussi à Yadu, qui sont plus dans le côté danse urbaine. Mais c'est vrai que ça donne encore plus d'opportunités aux chorégraphes de pouvoir créer leurs associations, leurs compagnies, pour montrer leur travail, qu'il y avait peut-être moins avant, où c'était peut-être plus difficile de le faire. Et je trouve que ça fait plaisir de voir qu'on est peut-être un peu plus considérés aussi en tant que danseurs comme des entrepreneurs aussi, et pas juste des artistes du mouvement, et que derrière l'artiste, il y a toute cette recherche aussi à vouloir mettre en avant son travail d'une certaine manière. Oui, tu as raison que là-dessus, ça a beaucoup changé pour les interprètes. Parce que là, je t'ai beaucoup parlé des chorégraphes, parce que c'était vraiment l'origine de l'idée. Et les interprètes étaient beaucoup plus, je pense, dans la recherche d'un projet. Et je vois, tu as raison, beaucoup d'interprètes qui développent des activités à côté, sans forcément devenir chorégraphe, mais plus pour développer leur propre pratique avec des amateurs ou des festivals ou qui sait des podcasts. Mais donc ça c'est nouveau pour enfin nouveau en tout cas oui, c'est une évolution, je trouve. Et finalement, quand tu vois, moi je vais prendre l'exemple du podcast, mais je regarde le fait d'être allé
dans un autre domaine, ça m'a même renourri en fait dans ma danse. Parce qu'en échangeant aussi avec d'autres danseurs, d'autres personnes du milieu, ça nourrit en fait, ça donne envie aussi d'aller plus loin. Il n'y a pas que la danse finalement. Et moi, ce qui m'intéresse finalement dans ma danse aussi, c'est d'avoir en face de moi des personnes qui, oui, ont un attrait pour la danse, sont en rapport avec la danse, mais à côté font d'autres choses et ça ne leur empêche pas d'être danseurs. Alors moi je suis complètement d'accord avec toi sur ce point parce que je trouve qu'on a eu une tendance par le passé à vouloir être vraiment une chose. Et moi personnellement ma bataille c'est d'arriver à être plusieurs choses en même temps, même si c'est pas toujours facile à faire accepter. On aime bien définir la personne par un seul métier. Et effectivement, moi, je crois en tout ce qui peut infuser d'une pratique vers l'autre. Et que c'est comme ça, justement, qu'on crée de la passion, mais aussi du recul, des inventions, des liens inattendus, et qu'on est toujours, nous, en quête de quelque chose de différent. Tu trouves qu'il y a encore cette tendance en 2025 à vouloir mettre les gens dans des cases ? Alors, c'est hyper direct. Ouais. J'ai dit tendance, comme si c'était quelque chose qui était à la mode. Non, est-ce que j'ai pas. Je crois que je fais plus attention à ça. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas te répondre. Mais j'essaie de plus faire attention parce que ça veut dire qu'on accepte comment l'autre nous définit. Et moi, j'essaie plutôt de me dire je suis la personne que moi je définis être. Et puis, ils s'en accommoderont. Exactement. Et à l'époque, si on fait un parallèle, quand tu as lancé la Fabrique de la Danse, tu étais danseuse. Et que tu l'es toujours. Est-ce que il n'y a pas eu des injonctions de vu qu'elle lance son projet, elle arrête la danse? Parce qu'à l'époque, on n'a pas essayé un petit peu de te mettre dans une case. En fait, j'ai toujours cultivé le flou sur vraiment ce que je faisais au quotidien. Je pense parce que j'étais finalement pas vraiment danseuse, au sens où on l'entend aujourd'hui. Ce n'était pas mon métier, c'était ma passion. J'y passais la moitié de mon temps. Tout mon temps en parallèle d'une vie en entreprise, mais avec une exigence professionnelle, avec des moyens que je reversais plutôt aux artistes professionnels qui m'accompagnaient. Donc moi j'étais danseuse, mais ce n'est pas forcément le métier que j'aurais déclaré. C'est quoi le métier que tu aurais déclaré? D'ailleurs, c'est une bonne question. À l'époque, qu'est-ce que je faisais? À l'époque, j'ai été chargée de mission à la direction générale de Franprix, donc un tout autre monde. Et donc, mon quotidien, il s'articulait vraiment entre des problématiques stratégiques chez Franprix, autour de la gestion de l'humain, aussi de comprendre comment transformer les pratiques, comment on apprenait certaines choses à l'ensemble d'un groupe. Donc j'étais plutôt dans ces enjeux-là. Et à partir de 19h jusqu'à pas d'heure le soir et tous les week-ends, je prenais ma casquette, je remettais plutôt mon jogging et j'allais en studio pour faire des créations. Ok, donc t'arrivais à jongler entre la journée avoir un métier un petit peu lambda et le soir, aller vers un métier passion? Oui, mais j'avais la même passion la journée, en fait. Hein. Okay. Donc, pour moi, c'était vraiment... j'aimais être les deux en même temps. Et tout ce que j'apprenais chez Franprix en direction stratégique et surtout en direction de ressources humaines et en management d'équipe, je le transposais immédiatement dans la construction de ma compagnie parce c'est une compagnie qui a réuni une 50aine de danseuses, qui a été gérée complètement de manière bénévole par des personnes qui avaient exactement le même profil que moi. Donc il y avait toute une organisation et tout ce que j'apprenais chez Franprix, hop, je le mettais en application dans ma compagnie. Ok, smart. Ça m'amusait. Et après, quand tu as fondé la Fabrique de la Danse, tu étais toujours chez Franprix ou ailleurs? Comment ça s'est fait la transition entre Franprix, ta compagnie et la Fabrique de la Danse? Alors il y a l'histoire officielle et après il y a la belle histoire qu'on a envie de raconter. Vas-y, moi je veux l'histoire officielle. Alors l'histoire officielle, c'est que en fait j'avais envie de créer des parapluies connectés.
Ok. C'est la grande époque des objets connectés. J'habite à Paris depuis toujours, je perdais mon parapluie partout, je trouvais ça très rigolo. Quand tu dis la grande époque, c'était quand? C'était en 2014. Ok. Et donc voilà, tout devenait connecté, des objets intelligents. Et je trouvais ça très rigolo d'inventer un objet du quotidien avec un savoir-faire artisanal, d'en prendre soin, de le fabriquer en France, etc. Et de le rendre utile aussi pour qu'on ne le perde pas, qu'on le sorte au moment où il pleut, etc. Donc c'était plutôt cette idée-là que j'étais partie développer, puis finalement je me suis rendu compte que ça nécessitait des investissements colossaux. Je me suis dit que c'était peut-être pas la première des idées quand on n'avait rien à investir. Donc j'ai abandonné cette idée, mais c'est celle-là qui m'a fait prendre mon envol. Et en fait, j'ai ouvert les yeux et j'ai réalisé que j'avais toutes ces problématiques qui étaient là en moi de la danse, que j'avais appris plein de choses, que j'étais prête à entreprendre et que j'avais cette fois peut-être la possibilité d'entreprendre et de me rendre utile à l'art que j'aime passionnément. Donc c'est plutôt, le trajet s'est fait comme ça, en 2 étapes. C'est très marrant. Ouais, ça m'amuse beaucoup, mais je raconte pas toujours cette histoire parce que c'est beaucoup mieux de dire je suis partie parce que j'avais la vision, etc. Ah non, moi je trouve ça génial de dire que ça s'est passé comme ça, puisque c'est là où tu te rends compte que toute personne qui est quand même réussie un peu dans ses projets aujourd'hui ont aussi eu des grands moments de galère et des grands moments de j'entreprends des choses qui sont à l'opposé de ce que je fais aujourd'hui, et c'est ça qui t'a amené à faire la fabrique de la danse. C'est hyper intéressant. Pour moi, il faut la garder comme ça, cette histoire. Faut pas mettre, tu sais, les virgules, tout ça et tout. Et comment t'as trouvé une cofondatrice, parce qu'aujourd'hui, vous êtes une dizaine. Comment on part de solo dans sa tête avec une idée à une équipe de 10? En fait, dans la compagnie qui s'appelle Danse en scène, que je dirigeais à l'époque, on avait il y avait plein de filles, parce que c'était principalement des filles, soyons honnêtes, complètement, je pense aussi... tête brûlée, qui adorait monter des projets, la passion dans le cœur, l'énergie, l'envie de travailler, l'envie d'inventer. Et en fait, quand j'ai évoqué l'idée de monter, ça s'appelait pas la fabrique de la danse, mais un incubateur de chorégraphes, ces personnes qui étaient déjà dans mes projets m'ont dit « Mais attends, tu vas pas faire ça sans nous ?» Donc je me suis dit « oui, vous avez raison, on va faire ça tous ensemble. » Donc ça s'est fait assez naturellement, en fait. C'est bien, ça, tu t'es pas posé la question de trouver des personnes pour t'accompagner, ça s'est fait vraiment... Ouais, comme je te dis, dans la petite petit peu de folie, la joie, la prise de risque inconsciente. Mais oui, c'était pas hyper stratégique comme approche. Après, je regrette absolument pas d'avoir sauté à 2 pieds avec toutes les personnes que j'aimais et avec qui j'aimais faire des projets, en fait. Après, tu parles de stratégie, mais je pense que parfois, il faut aussi faire les choses avec le cœur sans trop réfléchir et y aller et après réfléchir à, ok, peut-être finalement remoduler certaines choses et adapter. J'avais aussi une autre question sur... au début, ça s'appelait donc l'incubateur des chorégraphes, c'est ça? Ouais, c'était un incubateur de chorégraphes, ouais. C'était le concept. C'était pas le nom... Ça a changé quelque chose dans votre stratégie de com, de changer de nom ou pas? En fait, on ne s'est jamais appelé... ce que je veux dire, c'est que quand tu crées un projet, c'est plus... en tout cas, moi, j'avais une image ou une sensation et j'appelais ça un incubateur de chorégraphes. Je voulais créer un incubateur de chorégraphes. Je ne sais pas trop ce que ça voulait dire. Enfin, si, moi, je sais, mais c'est comme quand tu crées une pièce en danse. Tu vois, tu as des sensations, tu vois des choses, mais il n'y a pas forcément le nom de la pièce. Il y avait l'intérieur. Je savais à peu près à quoi ça devait représenter. Et après, tu te cherches un nom qui parle. Et donc, la fabrique de la danse, c'est un nom qui dit quelque chose. Mais on n'avait pas communiqué particulièrement sur un autre nom, tu vois. Donc en fait, après, on s'est appelé la fabrique de la danse. Et dedans, qu'est-ce que tu ranges ? C'est toi qui construis ton activité. Qu'est-ce qu'on range du coup dans la fabrique Qu'est-ce de la danse ? qu'on range dans la fabrique de la danse ? Alors déjà, on aime bien le bazar aussi. Donc toujours le flou. Hein. Alors c'est très structuré en vrai. C'est vraiment très très structuré. Mais ce que je veux dire, c'est un minimum. Voilà. Mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de choses et que parfois il y a trop. Mais en fait, il y a de la passion avant tout dans cette boîte. Il y a beaucoup de talent. Je trouve que j'ai eu une chance incroyable d'être entourée
d'une équipe passionnée et très très compétente, avec une envie de créer, de faire, de se dépasser. Donc je trouve qu'avant tout, dans cette boîte, il y a des humains. Et après, ces humains, ils sont passionnés par la création chorégraphique. Et ensuite, ensemble, ils se mettent en mouvement pour inventer des dispositifs qui vont être utiles à la création chorégraphique. Et du coup, à partir de là, on range effectivement dans des boîtes, parce que derrière les boîtes, il y a des modèles, il y a une réflexion de à qui on s'adresse et qu'est-ce qu'on peut apporter à ces personnes-là, avec nos outils, nos moyens, nos compétences. Et donc, petit à petit, on a construit un ensemble de programmes, donc des programmes d'accompagnement pour les chorégraphes, mais plus largement, je dirais, les artistes chorégraphiques, parce que beaucoup d'entre eux ne s'appellent pas chorégraphes. Ça va être des danseurs aussi qui montent des projets, ou des porteurs de projets qui ne se positionnent pas comme chorégraphes, mais en tout cas, tous ceux qui veulent entreprendre quelque chose dans la danse, et avec une ligne artistique. Je pense que tout ça, c'est ce qui les rassemble. Et les programmes, ensuite, aujourd'hui, on en a 7, et s'adressent à ces personnes-là, à différentes étapes de leur carrière, sur différentes problématiques qu'on peut rencontrer quand on monte son projet. Et à côté de ces programmes, qui sont des dispositifs un petit peu, avec plein de facettes, il y a de la formation, il y a de l'accompagnement individuel, où on se pose à deux pour comprendre spécifiquement qu'est-ce qu'on peut dire pour ce projet, de la mise en réseau, des moments de mise en lumière du projet, du mentorat, enfin voilà, on a plein d'ingrédients qu'on va déployer en fonction des programmes, et on a aussi à peu près aussi 7 formations courtes, où là pour le coup on est vraiment sur de la formation professionnelle, donc on vient avec un apport pédagogique, et puis c'est assez vite, c'est intense, et ensuite la personne fait son chemin de manière complètement libre et autonome. Donc les programmes durent quoi, 1 an, 2 ans, 3 ans ? Ça dépend. On peut démarrer un programme, ça peut être 2 semaines, okay. Mais avec tout ce qu'on vient de dire dedans. Et ça peut être aussi 18 mois. Donc ça dépend vraiment. À la fois, je pense qu'à chaque fois, on essaye de comprendre en fonction de la problématique qu'on adresse, le temps que les choses dont les choses ont besoin pour infuser et porter leurs fruits. Et après, ce qu'on aime aussi dans ces programmes et dans la manière de les inventer, c'est de se dire que de toute façon, ça c'est le cadre, et derrière, il va se passer plein d'autres choses. Donc ça dure officiellement 18 mois, mais derrière, il y a toujours comme des traînées de poussière, ça flotte, et puis on se recroise, on remonte des choses ensemble. Donc c'est aussi, c'est pour ça que c'est parfois flou, je pense, à expliquer ce qu'on fait, mais il y a ces programmes, mais il y a une communauté derrière. Mais notre vocation première n'est pas de créer une communauté, c'est juste qu'elle se crée naturellement, parce que les personnes ont traversé les mêmes expériences, elles ont partagé beaucoup, elles se sont mises à nu, et donc ça crée des liens, et même entre personnes qui n'ont pas fait les mêmes programmes, ça crée un ensemble de valeurs ou de repères communs. Bien sûr, puis de toute façon, même si tu as fait un programme pendant 2 semaines ou 18 mois, comme tu dis, l'année d'après, qui te dit que la compagnie que le chorégraphe est en train de faire évoluer n'a pas besoin finalement d'une formation sur comment savoir se vendre, ou comment aller chercher des financements, ou comment aller chercher d'autres choses. Donc c'est vrai que c'est un petit peu... je pense qu'une fois que tu y rentres... tu restes, mais tu ressors et tu reviens, c'est un peu des allers-retours pour pouvoir toujours accompagner le chorégraphe. Et c'est un peu comme ça qu'on imagine cette maison. Donc là, on a des programmes, et ces programmes aussi, maintenant, on a un lieu. Depuis bientôt 2 ans, on est à Pantin. Dans cette maison, en fait, effectivement, moi, mon idée, c'est un peu la maison de famille. Enfin, tu reviens 3 ans plus tard, et tu ouvres le frigo et tu regardes ce qu'il y a dedans parce que tu as un petit creux. Donc, c'est un peu... c'est comme ça que je pense qu'on aimerait
on aimerait évoluer. Et donc, du fait d'avoir un lieu, on a aussi d'autres... voilà, tu me demandais ce qu'il y avait dans cette grande boîte. On a aussi, effectivement, on accueille en résidence les personnes qu'on accompagne. Et puis, ça va découler sur des projets aussi artistiques en lien avec du grand public, mais aussi en lien avec les publics de Pantin, ou plus largement en Île-de-France, où on développe des créations avec les chorégraphes pour ces publics. Donc voilà, c'est une espèce de mini-écosystème et qu'on fait évoluer au fil des besoins qui nous sont partagés par les professionnels. Et comment vous les sélectionnez, ces chorégraphes, artistes, danseurs qui viennent se faire incuber à la Fabrique de la Danse? Alors on a deux manières de voir les choses. La première, c'est que pour moi, on doit tous pouvoir accéder à la formation et au savoir. Donc on a des programmes qui sont sans sélection. Et c'est très important pour moi et puis pour nous plus largement, parce que je trouve que c'est un droit humain de se former. Bien sûr, et puis une personne qui se lance n'a pas le même parcours qu'une personne qui est dans le milieu depuis 10 ans aussi. Exactement, pas le même réseau, et ça veut pas dire qu'elle est moins bonne que... Exactement. Donc donc on a toujours eu les deux en même temps. Et on a aussi des programmes avec une sélection artistique, parce que comme on accompagne individuellement de près, on peut pas prendre ce temps-là avec tout le monde, c'est impossible en fait. Enfin, en tout cas, on n'est pas assez nombreux pour le faire. Et je pense même qu'on n'en aurait pas envie, parce qu'au bout d'un moment, en fait, à accompagner trop de personnes, on n'est plus dans un lien humain et très 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 personnel. Et pour nous, c'est hyper important, parce que c'est ce qui nous nourrit humainement. Donc on a des programmes avec sélection, et ces sélections-là, elles se font toujours sur la base d'une proposition artistique. Est-ce que on va vibrer pour la proposition? On n'a pas d'esthétique définie, donc on est ouvert à tous les styles de danse, mais par contre, il faut que on y croit et on soit ému par ce qu'on voit. Et comme évidemment nous sommes subjectives, on s'entoure, fonction des programmes, de chorégraphes qui ont déjà suivi le programme, de professionnels qui programment dans certains lieux avec qui on travaille. Donc après, on va élargir le panel de regards pour nous, pas nous enfermer dans nos propres codes à nous. Exactement. Tu me parlais qu'il y avait des projets qui pouvaient te faire vibrer, te rendre ému. Il y a eu un projet qui t'a marqué ces dernières années, où ça a particulièrement... où tu t'es dit, ok... je sais pourquoi j'ai monté cette boîte, c'est pour ça. Bon, moi, je suis émue tous les jours. Bonne réponse. Non, mais vraiment, donc... en fait, c'est une question très difficile que tu me poses, parce que ça va faire des jaloux. de choisir un. Alors, est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est un artiste? En fait, je suis autant émue par une personne qui va faire une alternance chez nous et que je vois se déployer et qui ressort et qui a trouvé sa voie. Vraiment, c'est la discussion que j'avais hier avec Joséphine, que je salue au passage. Je suis hyper émue en fait par le fait de les voir, parce qu'il n'y a pas eu qu'elle, de les voir trouver leur place, trouver leur propre rôle dans un écosystème qui les fascine, de les avoir formés, de les avoir aidés à je sais pas, juste à grandir, à fleurir au bon endroit. C'est la même chose avec les artistes. Donc en fait, dès l'instant où on fait de l'accompagnement, on regarde des trajectoires. Et moi, je suis déjà émue par la trajectoire humaine, en fait. Et après, par rapport à des projets où je serais peut-être plus actrice que accompagnante, récemment, je pense que ce qui m'a le plus émue dans les projets qu'on a mis en place, nous, en termes de création, c'est le projet avec des personnes aveugles. Je pense notamment à une scène, parce qu'on avait mélangé des personnes âgées et donc malvoyantes avec des collégiens qui ne connaissaient rien à ce handicap, et qu'en fin de création, ils se sont mis à acclamer José parce qu'ils le trouvaient super, José étant un monsieur de 65 ans qui ne voit plus rien. Et tous ces jeunes étaient hyper enthousiastes à l'idée de danser avec lui, de le voir danser librement sur scène. Et ça par exemple, ça m'a créé beaucoup d'émotions, parce qu'il y a eu une vraie rencontre entre ces jeunes et entre ce vieux monsieur.
qui lui se sent très isolé aussi dans son handicap ou dans son quotidien. Ça me touche beaucoup ce que tu racontes. Ah bah franchement, ça me met les larmes aux yeux, ouais, c'était magnifique et c'était inattendu. Donc je pense aussi ce qui est émouvant, c'est ce qui n'est pas écrit d'avance. Et ça, je m'attendais pas à cette scène. Voilà. Ah, puis c'est beau vraiment de se dire que on en revient un peu à ce qu'on disait au début, des critères un peu de sélection dans la danse liés au corps, à l'âge, au physique, etc. Et de voir que la scène, l'espace scénique, c'est pour tout le monde, peu importe ton âge, peu importe ta santé en fait. C'est beau de laisser cet espace-là à tout le monde pour pouvoir s'exprimer. Bah, tu vois, par exemple, dans ce projet, j'avais rencontré Dominique, qui avait 70 ans et est décédée depuis. Et Dominique, elle est née aveugle et elle a toujours rêvé de danser, mais elle n'a jamais eu le droit parce qu'elle demandait trop d'attention dans les cours de danse. Et cette femme, vraiment, elle m'a bouleversée pendant les 2 ans que j'ai vécu à côté d'elle parce que à 70 ans, elle a cru encore en sa passion pour la danse. Elle a osé se mettre à danser alors que son corps n'avait jamais bougé. Enfin, vraiment, c'était très difficile. Tout ce qu'on demandait, on a mis un temps fou à la faire descendre au sol, monter, lever un bras. Enfin, c'était incroyable ce travail. Et quand parfois je trouve que j'ai des challenges, c'est difficile, je me dis, mais attends, pense à Dominique. À 70 ans, elle n'a jamais rien vu. Et elle a quand même réussi à faire ce spectacle de danse avec vous. Elle s'est fait confiance et elle l'a fait. Donc non, rien n'est impossible en fait. Donc c'est des petites histoires comme ça où t'es ému et c'est ça que tu retiens. C'est des histoires aussi qui te permettent de comprendre aussi les privilèges qu'on a nous parfois en tant que entre guillemets personnes valides et de se dire que oui, ça demande du temps d'accompagner une personne en cours de danse, mais si elle est là, c'est parce qu'elle a le droit d'être là et qu'il faut lui offrir ce temps-là pour qu'elle aussi, elle se sente pleinement libre d'exprimer qui elle est à travers le mouvement, quoi. Donc, merci pour ça. Vous avez aussi des projets danse et numérique. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler comment, en fait, vous intégrez cette innovation technologique, pédagogique, voire même sociale dans vos projets? Avec des parapluies connectés. donc tu les as fait, ces parapluies connectés. Tu les as déposés ou pas? Non, peut-être déposer l'idée. Parce que... Non, mais il y a un projet, mais il n'a jamais vu le jour. Donc ça m'a confirmé que c'était très compliqué. Mais non. Non, en fait, oui, ça me fait sourire quand tu me dis ça, parce que je me dis, quelle marotte, en fait. Ça... Après, en fait... tu sais, attention, pardon, je te coupe, mais tu sais que... des fois, il y a des projets que tu veux lancer, c'est juste pas la bonne époque. Ouais. Le public est pas encore prêt. Peut-être que dans 10-15 ans, vu qu'on est à l'ère de l'IA, ce sera beaucoup plus tendance et... D'avoir un vieux parapluie. D'avoir un vieux parapluie. Ou un parapluie connecté, du coup. On verra. Je sais pas si je réouvrirai ce chantier. Mais effectivement, depuis le début de la Fabrique de la danse, on avait imaginé... en fait, dans les étapes de notre développement, il y a eu quand même l'appel à projet urbain innovant qui s'appelle Réinventer Paris. Et donc, dans le cadre de cet appel à projet, on avait construit tout un projet sur 3000 m² avec différents espaces, différentes pratiques, etc. Et on avait, dès ce moment-là, imaginé un studio connecté dans lequel on pourrait recueillir le mouvement pour mieux le transmettre et pour sauvegarder le patrimoine chorégraphique. Donc, il y avait, depuis le début, on se demande comment on peut utiliser le numérique pour soutenir l'art chorégraphique. Ça fait très start-up quand même. Ouais. Bah, on a créé Oui, j'avais noté ça. On a créé Dance Note aussi. Ouais. Tu as cité le prix audience tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et effectivement, on a créé un outil qui existe toujours qui s'appelle Dance Note pour faciliter la transmission vidéo de la danse. Mais bon, voilà, par rapport à... Voilà, on choisit un peu nos priorités et on est plutôt resté sur l'accompagnement des chorégraphes parce qu'effectivement, comme tu le dis, c'est le fonctionnement start-up, donc c'est un autre modèle économique et c'est pas celui qu'on avait envie de choisir, de beaucoup de levées de fonds, etc. Donc cet outil existe, mais nous on est plutôt dans vraiment la transmission de savoir et donc on avait ce lien au numérique depuis toujours. Et donc ça habite nos projets depuis le début. Donc on n'a pas eu la scène connectée, effectivement. Dance Note a existé, c'est un fruit de tout ça. Mais on a commencé à monter des projets croisant danse et nouvelles technologies.
dans la création, nous, directement, avec des jeunes, mais aussi avec des artistes professionnels. Et puis, donc, on s'est un petit peu, je pense, essayé, on a expérimenté plein de choses. Moi, je trouve que c'est fascinant l'imaginaire que ça peut encore ouvrir et le potentiel créatif de ces technologies-là. On a des questions sur l'impact écologique aussi, et puis tout ce qui va affecter les droits d'auteur. Donc, c'est un sujet énorme. Nous, du coup, ce qu'on fait en tant que Fabrique de la Danse là-dessus, c'est qu'on veille à en parler dans chacune de nos formations, donc à mettre une petite graine, parce que en fait, en vrai, les chorégraphes qu'on accompagne et les artistes s'y intéressent pas tous forcément, enfin très peu, si je dois être honnête. Et on a quand même identifié un ensemble de chorégraphes qui défend vraiment ce type de recherche, mais qui n'a pas d'accompagnement sur la partie vraiment production et technologique. Et donc c'est pour ça qu'on a créé récemment un incubateur dans ces technologies. Ok. Donc c'est un programme qui dure là, tu vois, 18 mois. C'est le plus gros programme ? C'est le plus long, c'est la plus grosse durée, et qu'on a créé en lien avec le Centre des Arts d'Enghien. Et donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir aider ces chorégraphes qui ont déjà un travail chorégraphique derrière eux, mais à comprendre les impacts dans leur production, même dans leur processus de création, et à aussi donc essayer de tester dans des situations réelles pour pouvoir mettre en place un prototype. Parce qu'en fait, dès l'instant où tu touches aux nouvelles technologies, c'est plus du tout les mêmes coûts, et c'est pas du tout les mêmes échelles de temps. Et tout ce que tu peux créer un petit peu spontanément quand tu fais de la danse avec ton corps, en vrai, il y a des liens à faire en permanence avec ceux qui détiennent le savoir technologique. Et donc tout ça, ça change un peu la chaîne de production. Et ça change aussi les budgets, comme je le dis. Justement, j'avais des équipes. Et donc, j'avais des questions par rapport à ça, parce que tout à l'heure, tu me disais que le côté start-up, ça demandait... Vous n'étiez pas trop allé vers ça, mais là, quand même, vous y revenez, petit à petit. J'ai l'impression... Comment... Attends, j'essaie de formuler correctement ma question. C'est quoi votre modèle économique, du coup, par rapport à ça ? Est-ce que vous avez eu besoin de faire des levées de fonds ? En fait, on ne développe pas des technologies. Ok, donc c'est pour ça qu'on n'est pas sur le modèle des startups. Ok. En fait, je pense qu'en 10 ans, c'est bien, on a pris notre temps et les technologies ont évolué. Il y a tellement de technologies qui sont accessibles. Et il y a 10 ans, quand on voulait faire ce studio connecté, il te fallait une enveloppe d'investissement qui était astronomique. Là, aujourd'hui, c'est pour avoir un parc de matériel minimal. Aujourd'hui, tu dois quand même investir un petit peu, mais c'est bien moindre. Donc, en fait, on peut tester plein de choses. Et puis, les technologies sont plus mobiles. Donc on n'est pas sur un modèle start-up parce qu'on ne développe pas, nous, un outil. On ne développe pas un environnement ou une plateforme. On va plutôt être toujours dans ce qu'on sait faire, c'est-à-dire la pédagogie, la mise en réseau, l'accompagnement, et aller chercher les compétences, proposer un espace ou créer avec ce matériel-là, donc là c'est chez nous et à Enghien, et accompagner aussi, parce que derrière il faut une diffusion de ces projets. Et justement, comment vous faites pour avoir accès à ces technologies que vous proposez aussi à vos... étudiants, on va dire, ça demande aussi des coûts financiers. Est-ce que il y a des aides extérieures ? Est-ce que c'est de la trésorerie perso ? En fait, un petit peu de tout. Déjà, on essaye aussi de se faire prêter des choses. Enfin, ça, c'est tout l'écosystème. Si tu veux avoir un impact un peu moindre écologiquement, c'est de pas tout acheter tout le temps. Donc on a quand même ce système de réseau. Enfin voilà, maintenant aujourd'hui on peut l'utiliser. Mais effectivement, si toi tu veux t'équiper en tant que lieu, ce qui est notre cas, on doit faire appel là pour le coup à des aides à l'investissement. Et donc c'est des aides particulières. Et donc on est aidé par le département de la Seine-Saint-Denis sur ce sujet. Ok, trop bien. T'as eu besoin d'avoir d'autres aides aussi quand t'as lancé la Fabrique de la Danse ou pas ? Alors, je pense qu'on a eu de l'aide tout le temps. Mais ça dépend ce que tu mets derrière l'aide. Les régions, par exemple. Les régions, oui, mais on a été aidés sur certains projets, sur d'autres non. Je pense que de manière générale, on est très aidés en France, même si il faut être vigilant et continuer
à protéger ce qu'on a réussi à construire, mais on est aidé parce que dans nos programmes de formation sont pris en charge par l'AFDAS. Et donc on a un système en France où justement la formation professionnelle est encouragée. Et ça, c'est une aide qui n'existe pas dans tous les pays en fait. Donc pour moi, je considère qu'on a toujours été aidé via ce système français en fait. T'as d'autres programmes que tu peux citer hors AFDAS ou pas ? Alors après, on a été aidé nous-mêmes. Des personnes qui rechercheraient par exemple... Ah oui, parce que l'AFDAS, c'est vraiment le fait qu'on fasse de la formation. Mais si tu montes un projet et que tu veux être aidé, nous on a été à l'incubateur au 104 par exemple. C'était super. Noté, oui. On a été aidé. Audience avait une nurserie, je pense qu'ils l'ont encore, où on a été pour travailler sur DanceNote notamment. On a tous les programmes de l'incubateur Creatis, qui est situé à Paris, et tu as plein, enfin voilà, effectivement tu l'as dit tout à l'heure, mais là on regarde un petit peu moins parce que nous maintenant on est des vieux, mais il y a plein de programmes d'accompagnement qui ont émergé depuis qu'on existe, soit pour la danse et le spectacle vivant, soit pour les entrepreneurs culturels. Ok. Non mais ça fait beaucoup de... Je les noterai, je les mettrai dans la description de l'épisode si jamais ça intéresse... par curiosité ou par besoin aussi d'aller chercher des financements ailleurs, quoi, ou de l'aide tout simplement. Ou l'accès à l'information pour savoir quel financement on peut ou ne peut pas obtenir. Comment toi tu vois l'avenir du secteur chorégraphique en termes d'innovation ? Des parapluies connectés pour tout le monde, et on chante et on danse sous la pluie. Et on refait un remake de Singing in the Rain. Je crois que je vois rien de très clair. C'est toujours le flou. Surtout en ce moment, je pense qu'on peut se le dire. Donc j'espère, surtout. Donc après, parfois, en espérant très fort, on concrétise des visions. Mais tu m'as parlé en termes d'innovation. Je sais pas, en termes d'innovation, je pense qu'effectivement, les formes hybrides vont continuer à se développer. Donc avec du présentiel et de la réalité virtuelle, certainement. Enfin, ça, j'en sais rien, c'est le goût des artistes. Donc je pense que oui, ces formes-là, elles vont émerger, mais aujourd'hui, on n'a pas non plus énormément de lieux pour les accueillir ou de lieux pour les inventer. Donc il y a quand même ce paramètre qui va être limitant si tu parles de ce type d'innovation. En termes de... Pardon, je te coupe, mais en termes de lieux, tu vois quoi ? Qu'est-ce que tu entends par lieu ? Parce que par exemple, moi à Paris, je vois qu'il y a beaucoup de salles de danse qui ouvrent, beaucoup de lieux pour les danseurs et les artistes. Mais c'est quoi pour toi un lieu qui permettrait d'accueillir des artistes qui souhaiteraient collaborer avec des nouvelles technologies ? Alors dans la dimension de lieu, je vois donc effectivement un espace physique, parce qu'on pourrait dire des lieux numériques, mais un espace physique où on peut accueillir une équipe. Et dans l'accueil, si on va au bout de l'accueil, on a des espaces, du matériel, mais on a aussi des moyens financiers. Parce que ces lieux dont tu parles, ils ouvrent, mais souvent, derrière, comme ils sont gérés de manière entrepreneuriale par des volontés privées, ces personnes se battent déjà pour faire exister le lieu, mais n'ont pas forcément de moyens pour les artistes accueillis. Et c'est ça aussi qui va freiner, je pense, le fait que ces lieux-là soient occupés par des artistes, parce que derrière, les artistes, ils ont besoin d'argent pour rémunérer leur équipe, pour inventer, etc. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en fait, des lieux qui ont des moyens financiers pour accueillir ces artistes et pour ensuite proposer des formes à des publics. Donc pas forcément des lieux de pratique, mais des lieux de création. C'est vrai que je pensais beaucoup à des lieux physiques, type en termes de surface. Par exemple, des lieux... Est-ce qu'il faudrait plus de lieux comme, je sais pas, le 104 ? Est-ce qu'il faudrait plus de lieux comme le CND ou, je parle même en termes de structure. Je trouve que de grosses structures à Paris, il n'y en a pas, à ma connaissance, peut-être pas assez. Je vois qu'il y a beaucoup de petits lieux qui s'ouvrent, mais est-ce que ce serait pas génial qu'il y ait un énorme lieu qui puisse s'ouvrir pour pouvoir accueillir justement un espace où on peut stocker à la fois les nouvelles technologies et en même temps avoir des plateaux, des espaces scéniques pour pouvoir avoir accès en fait dans un même endroit à tout ça. C'est pour ça qu'on avait gagné Réinventer Paris, puisque c'était quand même 3000 m² pour faire tout ça, donc je pense que c'est... je sais pas si ça répond au cahier des charges gros lieu, c'est pas énorme, parce que le 104 c'est
30 000, mais bon, en tout cas, oui, je pense que nous, en tant qu'artistes, on va forcément dire que ça manque. Après, c'est la réalité du prix du mètre carré à Paris. De l'immobilier à Paris. Donc je sais, enfin voilà, moi quand je rêve à quelque chose, j'aime bien quand c'est concrétisable. Donc j'arrive pas trop à rêver à ça. Je vois plutôt des lieux qui se transforment ou des lieux qui sont sous-occupés et qui font place à la danse. Et c'est pas si compliqué que ça. Parce qu'en fait il suffit d'installer un petit plancher. Oui, c'est un petit investissement mais bien moindre que de bâtir un lieu. C'est aussi des modes de fonctionnement qui permettent de se faire confiance, c'est-à-dire d'accepter de laisser ses clés à une compagnie pour qu'elle vienne l'occuper pendant les vacances scolaires ou pendant les week-ends, etc. Enfin, pour moi on peut plus partager les lieux existants parce que je suis pas sûre qu'on puisse vraiment en créer d'autres. Quand tu dis ça, ça me fait penser à Paris Anime. Je sais pas si tu connais. Bon, pour les personnes qui ne connaissent pas, ce sont des espèces d'associations qu'il y a dans chaque arrondissement à Paris, avec des lieux physiques où dedans, tu as une salle de danse dans laquelle tu peux faire des cours, par exemple, je crois de boxe aussi. Tu as un espace, même une espèce de théâtre, avec régisseur. Et quand c'est pas occupé par des spectacles les soirs ou par des jeunes qui sont en asso la journée, tu peux, toi, en tant qu'artiste intermittent du spectacle, louer à moindre coût, vraiment ça défie toute concurrence à Paris. Tu peux louer les salles et avoir accès à des résidences aussi dans ces lieux-là. Voilà, je mets ça là si jamais ça intéresse. Ça s'appelle Paris Anime. Ouais, et ça m'a fait penser à ça, où tu parles de lieux partagés. Ouais. Mais je pense qu'on peut... enfin voilà, ça pourrait s'imaginer partout. Nous, on l'a fait longtemps dans une école. Donc pour moi, il y a beaucoup d'espaces. Il y a encore des espaces qu'on pourrait s'approprier. Mais bon, ça nécessite de l'énergie et de l'innovation. Pour le coup, tu vois, moi, l'innovation, je la mets plus à cet endroit-là, de comment est-ce qu'on transforme les choses, pas forcément en amenant de la technologie. Parce que ça, c'est plutôt les acteurs technologiques qui innovent. Mais comment est-ce que nous, on trouve des nouveaux processus, des nouveaux modes de fonctionnement, des nouveaux modes de coopération pour que l'art chorégraphique, malgré la situation économique actuelle, elle trouve encore les moyens d'exister. Et quel serait ton vœu pour les prochaines années en ce qui concerne la reconnaissance et le soutien à la danse ? Comme je te dis, j'aime désirer des choses possibles. Alors ça me limite certainement, mais non, je pense qu'en fait là, ce qui pourrait être beau et utile, c'est que le public s'intéresse encore plus à la danse et vienne voir des spectacles et ose aller découvrir des artistes qui ne sont pas forcément connus mondialement, mais qui ont un travail d'une qualité exceptionnelle et d'une inventivité folle. Donc voilà, je pense que si le public pouvait nous soutenir de cette manière-là, en montrant qu'il y a un désir pour la danse, je pense que ça pourrait, de manière rétroactive, résoudre un peu la crise de la diffusion, donc faire en sorte que les programmateurs eux-mêmes proposent plus de danse, donc qu'il y ait plus de débouchés pour chaque pièce, donc que les artistes de la danse vivent mieux. Donc voilà, ça ce serait mon vœu. Ok, j'espère qu'il s'exaucera. Moi aussi, parce que en fait, les gens aiment la danse, mais il faut juste qu'ils pensent à le montrer. Après, il y a aussi un autre souci quand tu parles d'aller voir des spectacles, c'est que ça demande des coûts financiers. Est-ce qu'aujourd'hui, le panier moyen d'un Français lui permet d'aller voir des spectacles ? Je pense que oui, parce que c'est un choix. Et je pense que dans les budgets les plus modestes, souvent les dépenses vont plutôt aller vers des achats. Alors oui, bien sûr, il y a le quotidien, il y a le coût de la vie. Mais après, dans les achats plaisir, je pense que ça va parfois plus vers de la téléphonie, des acquisitions de matériel, et pas forcément vers le spectacle. Donc je pense que c'est possible. Après, c'est un choix. Et c'est où est-ce que je trouve mon plaisir, où est-ce que je trouve mon évasion. Et je pense qu'il y a plus d'évasion à aller voir un spectacle de danse que dans tout ce que propose un téléphone. Mais ça, c'est évidemment un avis personnel. Un avis personnel et totalement intéressé.
qu'on note et qu'on prendra en considération. Non, mais c'est vrai ce que tu dis aussi, ça dépend où chacun place ses priorités. Écoute, Oriane, on arrive à la fin de l'épisode. J'ai 3 petites dernières questions à te poser. Quel conseil tu donnerais à un jeune chorégraphe qui veut créer sa compagnie aujourd'hui? Je pense qu'il faudrait absolument qu'il ou elle accepte de prendre le temps, de savoir déjà ce qu'il désire fondamentalement, où sont ses enjeux artistiques, qu'est-ce qui lui donne envie d'avancer, comment il a envie de construire sa propre trajectoire. Parce que parfois on projette et on voudrait certains succès qu'on a pu voir chez d'autres, mais c'est pas son chemin à soi. Et donc être clair sur qui on est artistiquement, comment on désire construire cette carrière-là, ça va nous amener vers d'autres partenaires qui vont vraiment être adaptés à nous, et on va construire petit à petit son propre chemin en tant que chorégraphe. Et ça, pour moi, ça nécessite d'être patient, mais aussi d'être à l'écoute et pas forcément toujours de comparer. Et ça, c'est un peu difficile aujourd'hui, justement, parce qu'on voit tout et tout est exposé et super exposé. Mais donc, toujours se ramener à soi, qu'est-ce qu'on cherche, nous, et peu importe ce qui est bon d'avoir ou pas bon d'avoir. Et je trouve que c'est pas facile, en fait, aujourd'hui. Non, c'est pas facile parce que tu parles d'exposition et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus... je parle des réseaux sociaux, mais c'est vrai que souvent les projets qui réussissent le mieux sont les plus parfaits. Et donc c'est vrai que toi, quand tu débutes et que tu te vois un peu en bas de l'échelle, tu te dis est-ce que je vais arriver à produire ça? Et donc c'est vrai qu'il y a une forme de comparaison qui se crée alors que tu débutes, donc c'est normal aussi d'être là où tu es aujourd'hui, quoi. Oui, et pour ça, il faut aussi se dire que tout ne se joue pas à la première pièce. Et qu'à la première pièce, on a des petits moyens. Déjà, si on les a, c'est une étape. Et que, en fait, c'est un dur labeur. Donc, faut accepter de célébrer les petites victoires chaque fois et de se dire, en fait, pour arriver là, je vais peut-être avoir des étapes intermédiaires et je vais pas avoir exactement tout de suite peut-être ce que je vois qui est génial chez l'autre, mais ça peut venir à moi aussi, étape par étape. Donc oui, être patient. C'est ce qu'on disait en off. Ouais, être patient, ouais. Où est-ce que tu vois la Fabrique de la Danse dans 10 ans? C'est très très loin, 10 ans. Alors, 5 ans. 5 ans dans 5 ans, je pense qu'on aura terminé d'équiper, de tester tout ce qu'on voulait faire depuis longtemps autour des créations avec une dimension interactive ou immersive. Donc je pense qu'on aura du recul par rapport à ça. Et j'espère que du coup, notre studio sera très utilisé pour ces projets-là. Et qu'on sera capable d'inviter le public à en profiter. Parce que nous, on est quand même un lieu de création. Donc, je pense que c'est ça que j'aimerais arriver, c'est à arriver à être plus près du public demain avec ces projets-là. J'aimerais bien aussi qu'on puisse, parce que en fait, sur tout ce qui est vraiment dans ces technologies, en fait, tout le monde est un petit peu aux prémices. Et donc, j'aimerais bien avoir un travail qui soit plus international là-dessus, parce que je pense que il y a des savoir-faire uniques un petit peu partout en Europe. Donc nous on est un réseau très français, il y a beaucoup à faire en fait, donc on est très sur le terrain en France, mais je pense qu'il y a ces relations-là qu'on n'a pas encore eu le temps de tisser qui m'intéressent, parce que je pense qu'elles sont juste à l'endroit des technologies en fait. Oui, parce que justement, je me demandais si vous vouliez pas implanter la Fabrique de la Danse ailleurs en France aussi, ouvrir une annexe, ou même à l'étranger en Europe ou aux États-Unis. En fait, la France a un système tellement unique que notre modèle, pour le transposer à l'étranger, c'est comme recréer de zéro. Donc oui, bien sûr, il y a plein de choses à faire pour l'art chorégraphique aussi dans d'autres pays. Et puis c'est génial de créer ces liens-là. Mais c'est vrai que ce serait pas du tout le même modèle. Donc ça nécessite de tout réinventer, ce qu'on aime bien faire. Mais en fait, au quotidien, on est déjà hyper occupé parce que chaque année, depuis 10 ans, chaque année, il y a des nouvelles annonces, des nouvelles problématiques qui touchent le secteur. Et en fait, quand je dis que la danse est
rien n'est jamais acquis, c'est ce qu'on se disait aussi tout à l'heure. Et donc, du coup, je pense qu'on doit être, nous aussi, patients par rapport à ces désirs-là. Et on a aussi beaucoup de satisfaction à voir les choses exister et à rester proche de ce qu'on fait. Et peut-être que, voilà, en ouvrant ailleurs, etc., quelle distance on prend aussi par rapport aux artistes qu'on accompagne, par rapport au public qu'on rencontre. Voilà, je ne sais pas répondre à cette question encore. Et au-delà de la Fabrique de la Danse, quels sont, toi, tes projets futurs ? Ah là là. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Là, je suis sur une fin de projet artistique, donc qui continue à exister, mais on va dire une fin de processus de création artistique. Donc là, j'ai une page blanche. Donc j'ai un projet en gestation. Je pense qu'il y a dedans... il y a des... Bon, en fait, c'est pas très clair encore. Donc j'ai du mal à partager, mais c'est... Voilà, comme moi, je fonctionne vraiment avec plein de sensations, d'envie, d'intuition, puis tout d'un coup, on prend le temps et puis ça se structure. Donc voilà, moi j'ai un projet de création en cours, mais qui est dans ma tête pour le moment. Donc voilà, il faut retourner en studio, tester, préciser, être patient, etc. Mais sinon, moi ce qui m'anime aussi, depuis toujours d'ailleurs, puisque dans la compagnie que j'avais créée initialement, il y avait beaucoup de danseurs. Ce qui m'anime, c'est les formes très massives, avec beaucoup de monde, parce que j'aime, je pense, l'aventure humaine, et j'aime aussi l'émotion que le nombre donne aux spectateurs. Donc je crois que la direction artistique de ce type de projets, qui ne sont pas forcément des créations dans le sens où elles n'ont pas vocation à être reprises derrière, ça m'attire beaucoup. Mais pour le moment, c'est juste quelque chose qui fait... cling parfois dans l'oreille, mais j'y attribue pas encore beaucoup d'attention ou de temps. Et en ce moment aussi, tu es à Sciences Po, on n'en a pas parlé. Ah oui, tout à fait. Ça se termine du coup en fin d'année, dans un futur assez proche. Est-ce que tu peux en parler un petit peu Oui. C'est quoi le programme ? Alors, en fait, le programme s'appelle La Relève, et donc c'est une initiative du ministère de la Culture pour rassembler un vivier de futurs dirigeants d'institutions culturelles. Donc, j'y apprends tout ce que j'aurais peut-être dû apprendre avant de créer la Fabrique de la Danse, mais dans ce sens-là, c'est beaucoup plus rigolo. Donc, j'y apprends, ou en tout cas, pour moi, ce que j'y fais, c'est que j'y mets de la globalité. Moi, j'ai beaucoup appris par le faire, en faisant, en fait. J'ai appris plein de choses que je transmets aujourd'hui aux chorégraphes ou à d'autres personnes. Là, je viens prendre beaucoup de recul sur un secteur, sur des politiques publiques. Et c'est des choses que moi, j'ai jamais apprises de manière théorique ou académique, puisque moi, je viens du monde des sciences. Donc, je viens apprendre ces enjeux-là. Je trouve ça très beau, les questions plus sociétales que ça pose, qui m'animent moi au quotidien, mais sans forcément les références pour les analyser encore plus justement. On a un mentorat dans le cadre de ce programme. Donc depuis 1 an, je suis mentorée par Éric Ruff, qui est l'ancien administrateur général de la Comédie Française, donc qui vient de quitter ses fonctions. Et donc ça m'a donné accès à une maison fascinante, merveilleuse, tellement unique, tellement fragile elle aussi, alors que perçue comme indéboulonnable parce que tricentenaire. Mais je sais pas, quelle joie quand je vais là-bas de voir cette ruche qui s'affaire pour continuer à fabriquer des décors, des costumes, à avoir je sais pas, il y a des comédiens qui jouent 2 pièces dans la même soirée en traversant Paris. Je trouve ça fascinant, cette énergie au cœur de l'institution. Donc voilà, ça me donne aussi accès à ces grandes maisons que je connais que de l'extérieur. Et pour aller plus loin dans le programme, on a des immersions qu'on peut mettre en place dans des institutions de nos choix. Donc moi j'ai choisi Univers Sciences, donc je vais démarrer. Donc c'est la structure qui encadre à la fois la Cité des Sciences et de l'Industrie et le Palais de la Découverte. Donc là on voit le lien aux sciences qui ne me quitte pas. Et je suis assez
assez inquiète pour le coup par rapport à la culture scientifique et à la place laissée aux sciences dans notre société, à l'esprit critique, aux faits, à l'analyse. Et ça m'intéresse en fait de voir comment un savoir-faire culturel avec une conscience scientifique comme j'ai, qu'est-ce que ça peut faire, comment ça peut être utile justement à notre société de continuer à valoriser cette culture-là, à sensibiliser, à donner envie, parce que les sciences c'est essentiel aussi. Donc voilà, donc tout ça, c'est pour ça que c'est difficile pour moi de te dire à quoi je rêve aujourd'hui, parce que je suis dans une depuis 2 ans dans une espèce de machine à laver où j'apprends plein de choses, je me pose plein de questions, etc. Et j'ai fait le choix de pas chercher de réponse avant la fin du programme. Ok, c'est un programme qui dure combien de temps ? 18 mois ? Oui, ça dure techniquement 18 mois, mais ça aura duré un peu plus de 2 ans. Il y a des sélections, comment ça se passe pour intégrer le programme ? Alors c'est un programme là, c'est une édition unique, je ne sais pas s'il sera reconduit. Ok. C'est pas moi qui décide, mais en tout cas, en fait, au moment où Rima Abdul-Malak a lancé ce programme, ce sont les DRAC qui ont été mobilisés pour identifier des profils qui n'étaient pas déjà dans l'institution, avec des parcours hybrides ou différents, des points de vue qui viendraient pas d'une formation académique sur le management culturel. Donc j'ai eu de la chance, ce que j'ai fait a été vu, ça m'a beaucoup porté de me dire que tout ce qu'on fait en allant tous les jours charbonner et que ça avait été vu en fait. Donc ça s'est passé comme ça. Il y avait un autre processus de sélection aussi où on pouvait postuler. Donc voilà, ça a été ça s'est fait comme ça, puis après il y a eu un autre processus de sélection qui a été lancé ensuite où les candidats pouvaient postuler directement avec un comité de sélection derrière. C'est comme un programme que je peux... comme un casting, quoi, finalement. Oui, j'imagine qu'ils ont voulu aussi... Dans le sens où t'as du monde et après, c'est un peu comme un entonnoir. Ça se resserre. Je pense que ce qui était important pour eux, c'est qu'il y ait vraiment de la diversité dans les parcours, dans les origines géographiques aussi, pour qu'il y ait que les choses puissent vraiment... être questionné, que ça puisse s'enrichir des expériences de chacun. Donc on est 101, mais aujourd'hui on est 100 et c'est vrai que c'est très intéressant aussi pour moi la rencontre avec ce grand groupe qui n'est pas du tout que de la danse ou encore moins que dans la chorégraphie, etc., etc. Donc là ça ouvre aussi à d'autres problématiques et donc ça aussi je laisse le temps faire parce que je sais que ce que j'aime moi c'est créer de l'hybride et c'est comme ça que j'innove, c'est de prendre des petites choses qui viennent d'ici, de regarder comment elles peuvent nourrir ça et de faire d'assembler ces choses qui à l'origine ne fonctionnaient pas ensemble. Je suis très alignée avec ce que tu dis, j'adore faire ça. C'est un peu la ligne directrice aussi du podcast, tu vois, pour moi la danse c'est un prétexte pour parler de tous les sujets sociétaux autour et de se dire comment je peux relier ce sujet-là à la danse qui, tu te dirais, d'un point de vue extérieur, n'a aucun lien. Mais en fait, en cherchant un peu plus profondément, il y a toujours du lien. Voilà. Il y en a partout. Il y en a partout. Je suis d'accord. Et la danse, elle peut proposer tellement d'outils au reste du monde et elle peut aussi servir à sensibiliser à d'autres enjeux. Enfin, pour moi, si on veut que la danse existe, il faut accepter qu'elle soit connectée à tout et faire en sorte de toujours la reconnecter. Sinon ça reste un art intime et donc moi c'est pas ma volonté. Merci Oriane pour ton temps, pour cet épisode. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier message pour le clôturer, pas forcément quelque chose qui a un lien avec l'épisode mais quelque chose que t'aimerais dire pour terminer? Alors déjà je voulais te remercier parce que moi j'ai passé un bon moment à réfléchir avec toi à tes questions et je trouve que c'est toujours on a peu de temps de se poser de questions quand on entreprend. Enfin, on s'en pose beaucoup, mais on s'en pose beaucoup, mais voilà, c'est une autre manière de réfléchir et je trouve ça hyper enrichissant en fait. Donc merci. Merci à toi. Et mon petit mot, c'est je pense que c'est
d'essayer de garder un regard d'enfant sur son quotidien, quand on entreprend, quand on invente, quand on danse, parce que je trouve que l'énergie et l'espèce de naïveté de l'enfance, même si elle n'est pas du tout valorisable quand on monte un projet pour avoir l'air professionnel, elle est essentielle pour rester tout le temps aligné avec cette énergie de départ, cette envie d'aventure, et aussi l'acceptation de l'échec ou de l'erreur, de parcours, etc. Donc ouais, reconnecter avec son enfant intérieur pour rester joyeux dans ce qu'on entreprend. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des échecs. Les échecs. Et c'est parti, on repart sur un épisode. En fait, il va jamais se terminer cet épisode. Je crois qu'il y a au moins un quart d'heure, j'ai dit qu'on arrivait vers la fin. C'est pas grave. Non, mais oui, c'est vrai que les échecs, on n'en a pas parlé, mais il y en a eu aussi, j'imagine. Après, je pense que comme tout entrepreneur ou toute personne qui a envie d'aller de l'avant, les échecs sont pas des contraintes, au contraire des tremplins pour... on les voit, je pense, comme des opportunités pour avancer. Ça a peut-être été ton cas. C'est une espèce de... Ouais, c'est un truc qui est super porteur et parfois aussi... je trouve super culpabilisant de se dire tout le temps oui mais c'est super, j'ai échoué donc je vais avancer, je vais apprendre. En vrai c'est ma philosophie, mais je trouve parfois qu'elle est très dure envers la personne qui est derrière et qui vit la chose. Donc je dis ça parce que je pense que le mot échec me parle pas. Apprentissage, des regrets parfois, mais parce que dans l'échec il y a la notion de responsabilité. Et quand je pense à quelque chose qui a été extrêmement dur à vivre, qui est donc ce projet Réinventer Paris, moi j'y ai passé 7 ans, je continuais à rembourser des emprunts par rapport à ce projet parce qu'il y avait toute une équipe de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre, etc. On a fait des choix, on a renoncé à plein de choses pour faire émerger ce projet qui finalement pour des raisons politiques n'a pas pu exister. Pour moi c'est pas un échec parce que c'est pas ma responsabilité. Moi, ma responsabilité d'entrepreneur, je l'ai assumée. Je continue à l'assumer. Par contre, j'en ai énormément souffert. J'en ai payé le prix physiquement, financièrement, humainement, partout. Donc, c'est plus, pour moi, une erreur de débutante d'avoir fait confiance sans se protéger. Et quand je parle de protection, je parle de savoir que, en fait, quand on est entrepreneur, les échecs, les risques, tout ça, on les assume. Mais en fait, prendre à ses côtés un avocat ou un juriste qui veille à ses propres intérêts et qui veille à protéger la personne et le projet, c'est coûteux, mais c'est essentiel. Parce qu'il y a des projets, en fait, où on peut se faire complètement broyer par la machine. Et je trouve que le côté résilient de l'entrepreneur, oui, j'y crois, je le suis, etc. Mais parfois, c'est un peu sur-femme, sur-homme. Et on oublie qu'on doit être protégé. Et si nous, on n'est pas capable de se protéger soi-même, parce qu'on est dans le goût du risque et qu'on est dans l'énergie, l'optimisme incorrigible, en fait, il faut avoir à ses côtés quelqu'un qui veille sur soi. Et donc, voilà, j'ai du mal à parler de cette expérience comme un échec, parce que j'estime que c'est pas de mon fait. Moi, j'ai tout donné pour que ça fonctionne. Mais je me dis, c'est peut-être, oui, une erreur de débutant de pas m'être protégée juridiquement par rapport à ce type de conséquences d'un projet. Donc c'est peut-être abstrait là ce que je dis. Non, c'est hyper intéressant et du coup ça me donne envie de te poser 10 000 questions, mais mais non. Donc non, ce sera le petit conseil aussi. Le beau mot de la fin. Voilà. Ouais. Ça permet peut-être de rappeler aux personnes qui entreprennent que oui, on est résistant, oui, on va transformer toutes les difficultés en opportunités, c'est sûr, mais il y a des fois où parfois ça nous dépasse et c'est là que la protection juridique elle est essentielle. Et moi je l'ai appris à mes dépens. Merci de partager ça, parce que c'est vrai que, comme tu dis, quand tu entreprends avec tes débutants, tu deviens ton propre patron, tu fais 10 métiers en même temps, et finalement tu peux aussi beaucoup te perdre et vouloir tout faire, et en même temps ne savoir rien faire, et en même temps ne pas savoir bien t'entourer, et c'est important de déléguer aussi, on en parlait beaucoup en off, et de se protéger aussi, c'est important. Parce que c'est un monde où aussi
les idées peuvent être prises, reprises, volées, plagiat, enfin il y a Oui, il y a encore tout, ça. Mais... Oui, c'est vrai qu'effectivement, il faut se protéger aussi de tous cette récupération d'idées qu'on a eues, de propositions qu'on fait qui sont visibles parce qu'accessibles à toutes et à tous. Mais sur ça, on sait en tant qu'entrepreneur que c'est la manière de réaliser l'idée qui compte encore plus que l'idée. Alors que vraiment, là, ce dont je voulais parler, c'est la responsabilité finale. Quand on est entrepreneur, c'est nous qui assumons les conséquences de nos projets ou les erreurs. Et c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui est là pour veiller sur cette responsabilité avec nous, c'est essentiel parce que effectivement, derrière, c'est personnellement qu'on va être impliqué. Exactement. Je pense que c'est une belle manière de terminer cet épisode. Merci beaucoup, Oriane, pour ton temps. Je remercie toujours les personnes de la même manière, parce qu'encore une fois, pour moi, le temps, c'est vraiment une valeur qui est très importante. C'est quelque chose qui ne se récupère pas et qu'on m'offre de son temps. Ça me touche beaucoup. Voilà, je répète beaucoup à chaque fois la même chose à la fin, mais c'est sincère et honnête. Et puis en plus, on a mis du temps à trouver du temps pour se voir. Donc comme quoi, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. On ne peut pas le mettre partout et où on veut. Donc voilà, qu'on m'offre ça, ça me touche beaucoup. Donc merci beaucoup. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à aller voir également ce que fait Oriane et à vous abonner à la Fabrique de la Danse. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci Oriane. Merci beaucoup. Salut, ciao. Vas-y, je te laisse prendre la parole, Oriane. Maïwenn, tu es... Tu es très belle à observer en action. Ah, c'est gentil. Et tu as l'air très concentrée dans ce que tu fais. Je suis très concentrée dans ce que je fais. Et c'est très beau. Merci. Et personne ne voit les backstage, parce qu'il y a un livre qui tient un ventilateur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, je trouve ça c'est très beau. C'est gentil, merci. Je contemple. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. J'adore ce moment parce qu'à chaque fois, il y a toujours des mots. Il y a tout et n'importe quoi qui sort. Très bien. Au niveau des prononciations, Oriane Villemé ou Oriane Vilmer? Oriane Vilmer, comme la mer. Vilmer, comme la mer. Ouais. Bon, il faut quand même investir, mais c'est quand même... J'adore. Ouais, pas de souci. Je pense que tu vas pouvoir reprendre. Ouais, il y a 10 ans. Investir. Ouais.